Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Regard sur la Oumma. Dans la première émission, nous parlerons de la crise de l'éducation religieuse, crise qui a un impact négatif sur la vie des enfants et des enfants qui font l'objet de menaces, de meurtres, d'assassinats et même de viols, mais également des jeunes qui risquent d'être enrôlés par certains discours provenant d'extrémistes religieux ou de religieux radicaux. Voilà donc pour diagnostiquer ces phénomènes et pour essayer d'y apporter des solutions, nous avons invité sur ce plateau à notre droite Dr Cheikh Gueye, chercheur à ENDA, Cheikh Gueye qui a à ses côtés le professeur Mbaye Thiam, en même temps chercheur, et nous avons à notre gauche Serigne Abdoul Aziz Mbacké Madialis, et à ses côtés nous avons Abbé Jacques Seck qui représente l'Église. Voilà donc, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, comme nous l'avons dit, on sait que la crise de l'éducation de base est amplement constatée dans la société sénégalaise. Il y a également les éducateurs qui sont dans un désarroi total. Est-ce qu'on peut cadrer d'abord le contexte historique et théorique de l'éducation en général, et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise de l'éducation de base? Cher. Merci beaucoup. Je salue les amis et frères avec qui nous partageons ce plateau et aussi tous les téléspectateurs sénégalais et ceux qui nous regardent d'ici ou d'ailleurs. Pour faire le diagnostic de l'éducation au Sénégal, je pense que nous sommes dans un contexte où l'État a lancé plusieurs initiatives qui tendent à diagnostiquer les situations économiques, sociales, territoriales, avec je trouve une bonne intuition de l'État sénégalais de faire un peu le diagnostic sur plusieurs secteurs qui font la société sénégalaise. Et nous avons également eu les Assises nationales de l'éducation. Donc c'est un contexte de remise en question de ce qui a été fait depuis 58 ans. Et ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est que nous partageons le diagnostic selon lequel cette éducation sénégalaise est en crise de modèle, est en crise de contenu, et également est en crise de finalité. Nous avons une société sénégalaise qui est au centre de plusieurs courants d'influence arabo-islamique d'abord, ensuite coloniale, et qui est fait le lieu où se conjuguent toutes ces influences-là, et ceci donne une société sénégalaise à la fois ouverte, mais également qui cherche toujours son enracinement. Donc on peut parler de coexistence de modèles différents. Voilà, bon, je ne dirais pas différents, mais c'est en tout cas un modèle qui justement aujourd'hui se cherche son système d'éducation. Et malheureusement, nous sommes dans un contexte international également où l'éducation a été libéralisée, où il est devenu une marchandise comme une autre. Il est vendu à l'OMC parmi les services. Donc on voit énormément d'offres éducatives d'ici ou d'ailleurs. Donc on voit des écoles anglaises, américaines, françaises qui est très ancienne ici, mais aussi désormais iraniennes, turques. Ces offres-là sont très diverses et viennent trouver un système que nous avons toujours considéré comme sénégalais, mais qui en réalité ne l'est pas complètement dans ses contenus et dans ses finalités. Et c'est pour ça que c'était très important d'avoir encore une fois, après les premiers états généraux de l'éducation en 81, d'avoir en 2013-2014 les assises nationales de l'éducation. Et ces assises nationales ont, je pense, avaient fait un très bon diagnostic.
l'idée, c'était vraiment de montrer que si nous continuons à avoir deux systèmes éducatifs, l'un soutenu par l'État et l'autre discriminé, pas soutenu, laissé à lui-même, nous avons là la fabrique de deux types de Sénégalais qui sont parfois d'identité antagonique, de références, qui ont des références, disons, intellectuelles, idéologiques différentes et sans doute parfois contradictoires. Et que ceci est un danger pour la cohésion de la nation sénégalaise. Parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle l'école dite française, l'école franco-arabe, l'école coranique, l'école privée confessionnelle, et des modèles différents. Est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à ce principe directeur qui permet d'avoir vraiment un Sénégalais? Justement, ce principe directeur-là, il manque. Et en même temps, ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est que les assises nationales ont démontré la nécessité d'intégrer, disons, l'éducation religieuse dans l'éducation classique. Et ces quelques années, nous avons fait effectivement quelques progrès avec le bac arabe, avec la construction de Dara moderne, avec quelques initiatives. Mais de manière générale, nous ne sommes pas dans la refondation qui était le maître mot des assises nationales de l'éducation. Ouais. Professeur, vous avez suivi un peu les explications de Cheikh Gueye. Qu'est-ce qui différencie l'éducation d'antan et celle d'aujourd'hui? Merci beaucoup, El Hadj Dioga. Je voudrais à mon tour saluer ses amis avec lesquels je partage beaucoup de choses. Nous sommes depuis plusieurs années dans un combat de portée sociétale dans le cadre d'une organisation que nous avons baptisée cadre unitaire des croyants. Parce que je pense que tous les croyants du Sénégal ils sont impliqués, dans laquelle nous travaillons au rapprochement de toutes les confessions, de toutes les croyances, autour de la paix, de la convivialité. Cheikh, comme Majalis, Abbé Jacques Seck jouent dans ce cadre des rôles extrêmement importants. Et nous le faisons sans tambour ni trompette, parce que pour nous c'est un sacerdoce. Et de partager avec eux un plateau pour discuter d'une question qui pour moi est l'une des plus essentielles de notre société me remplit de beaucoup de joie. La question de l'éducation est au centre de tous les objectifs de portée sociétale, dans quelque société que ce soit. Parce que quand une société a une vision, a des objectifs, elle les fixe dans un modèle qui, pour être inoculé, passe par le système éducatif. On prend les jeunes à très bas âge et on leur inocule un certain nombre de valeurs d'abord, du savoir ensuite, du savoir-être, des comportements pour créer une véritable société. Or, cette question n'est pas nouvelle dans notre société. Les 12 imams et tiernos qui ont dirigé la révolution Torodo de 1776, qui a instauré la théocratie musulmane dans le Fouta, sortaient d'une université qui s'appelle l'université de Pire. Ils avaient étudié à Pire, ils sont rentrés à la maison et après avoir analysé leur société, ont mis en œuvre une lame de fond sociale qui a créé 13 ans avant la Révolution française de 1789, bien avant la Révolution américaine, une révolution de portée sociétale sur le modèle coranique du respect de l'autre, de la bonne gouvernance. Donc le modèle coranique est antérieur au modèle plus qu'antérieur. L'université de Pire, qui a généré des personnalités d'envergure intellectuelle immense, Khalima Diakhaté Kale et autres pratiquement, et ceux qui sont sortis au 19e siècle, entre 1880 et 1890, et ont créé cette contribution sénégalaise à l'islam qu'on appelle confrérie, sur le modèle sociétal sénégalais, parce que nous n'avons pas créé les conflits, mais ils sont sortis de la tradition de Pire. Serigne Touba, Seydi Hadji Malick et leurs fonctionnaires n'ont pas fait Pire, mais c'est les traditions de Pire qui ont coulé
dans le sang de la société sénégalaise pour les rattraper. Et donc on a un modèle éducatif. Il se trouve que dans notre histoire, nous avons été rattrapés par l'étranger. La colonisation qui a créé un modèle éducatif. Et qui a très tôt compris que l'école est au centre de tout modèle social. En 1872, le gouverneur Merlin disait « l'école est un merveilleux moyen de colonisation ». Pour nous, gouvernement français, l'école est un merveilleux moyen de colonisation. Il fallait passer par l'école pour une citation. Atteindre l'objectif. Il faut créer, si on veut créer un type sénégalais qui participe du système colonial, ça ne peut pas passer par l'école. C'est pourquoi, dès les années 60, on a créé l'école des fils de chef, où on transitait le fils de Albouri. Quand Albouri combattait le drapeau français au Niger, son fils aîné Bona était à l'école des fils de chef de Saint-Louis. Il était dans la même promotion que Mbahan Diop Lat Dior, le fils de Lat Dior, dans la même promotion que le fils du Boursine Commando Fen, dans la même promotion que le fils du Brak du Wallo, Yamar Mbodj. Et donc, or ces jeunes, c'est l'école qui les a formatés, alors que leurs pères étaient des résistants pour être des collaborateurs du système colonial. C'est l'école qui fabrique le modèle, le profil humain qu'on veut impartir à une société en termes non pas de savoir seulement. La chose la moins importante que l'on acquiert à l'école, c'est le savoir. C'est le savoir-être et le comportement. Mais il fallait passer par les Dara avant de Mais absolument, c'est que le modèle colonial a tué progressivement le Dara. Parce que quand le système colonial s'est installé, des chefs religieux sont nés dans le moule de la résistance coloniale. Je rappelle toujours qu'il est important de considérer que quand Faidherbe est arrivé au Sénégal en 1854 comme gouverneur du Sénégal, c'est l'année où l'on situe la naissance et de Serigne Touba et de Seydi Hadji Malick. C'est la même année. Quand 40-50 ans après, le modèle commençait à s'achever et que le système colonial s'asseyait, Serigne Touba et Seydi Hadji Malick sont apparus. Chacun dans un secteur et dans un espace. Et ils étaient les seuls qui symbolisaient la dernière résistance, la résistance culturelle. Et donc, on comprend mieux pourquoi ils ont été poussés dans leur dernier recoin, au point que pour Serigne Touba, ça s'est terminé par l'exil au Gabon, en Mauritanie, à l'intérieur du pays, à Thiéyène et autres. Et pour Seydi Hadji Malick, pratiquement, une recherche harassante d'un point d'accueil pour pouvoir mettre en place son projet éducatif. Et donc, ici, dans cette société, je disais avant-hier dans une discussion comme celle-là, que l'une des causes essentielles de la crise de l'école sénégalaise d'aujourd'hui, dont on parle depuis 40 ans bientôt, parce que je rappelle que dès 1968, a commencé un cycle de crise qui nous poursuit jusqu'à maintenant dans l'école. On n'a pas trouvé la solution parce qu'on ne peut pas construire 1, 2, 3, 5 modèles éducatifs dans une même société. Voilà, Abdelaziz Mbacké Madialis, professeur Becham l'a dit, hein, l'enseignement religieux ou l'éducation religieuse était antérieure à l'éducation moderne. Qu'est-ce qui fait qu'elle a reculé au cours du temps? Je commence d'abord par vous remercier de cette invitation, de l'honneur que vous nous faites de participer à cette première édition des regards de la Oumma. Je remercie aussi au passage mes co-débatteurs, mes amis, dont les activités concourent tous au sujet pour lequel vous nous avez invités, à savoir une bonne éducation pour les jeunes Sénégalais et les futures générations. Le thème de l'éducation est fondamental pour aussi bien la nation sénégalaise que pour l'islam. Vous n'êtes pas sans savoir que pour l'islam, les valeurs fondamentales, les valeurs de base, les qualités éminentes, Azim, se trouvent au cœur même du message divin. Le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé pour parfaire ses vertus, ses valeurs. Donc c'est donc dire que le cœur, la quintessence même du message divin et du message coranique consiste à améliorer l'homme, à l'aider à se départir des mauvaises habitudes et à acquérir les vertus éminentes. C'est pourquoi quand l'islam est apparu au Sénégal depuis presque 1000 ans, au XIe siècle,
Donc ce message-là a été porté par les grands guides religieux à travers surtout l'implantation de Dara, d'écoles religieuses qui ont formé des générations et des générations de Sénégalais et qui furent à la base d'une grande partie de l'identité nationale. J'ai l'habitude de dire même que la nation sénégalaise a été bâtie avec le ciment de la religion, ce qui me semble extrêmement important de rappeler. Maintenant, c'est vrai que ce modèle n'est pas parfait, mais ce modèle quand même a joué des rôles. Tout à l'heure, le professeur Mbaye Thiam a parlé de la théocratie du Fouta, donc, qui a été bâtie à partir des valeurs religieuses. On peut donner d'autres exemples qui montrent que la religion a toujours joué un rôle très important dans l'identité des masses et dans les valeurs auxquelles ces masses sénégalaises se reconnaissaient, jusqu'à l'édification même de la nation sénégalaise moderne. Mais là où le problème, enfin, sur lequel nous sommes en train de réfléchir, est devenu beaucoup plus prégnant, c'est avec l'apparition de la colonisation qui a amené un modèle alternatif et même souvent contradictoire, avec des soubassements d'acculturation, d'assimilation, qui sont propres à la typologie de la colonisation française, qui avait aussi au-delà même de la domination politique et économique, qui avait aussi des prétentions universalistes d'imposer les valeurs des droits de l'homme de 1789, etc. Maintenant, ce projet colonial, ce projet scolaire, donc, a été, disons, bâti durant la colonisation, mais a quelque part aussi été perpétué par les États postcoloniaux. C'est un peu ça, c'est peut-être là où le bas blesse. C'est vrai qu'il y a quelques jours, nous fêtions l'indépendance, l'indépendance qui est un mot quand même assez chargé, parce que l'indépendance supposerait normalement une indépendance politique, mais aussi une indépendance culturelle, éducative, économique, etc. Ce qui, à mon avis, est loin d'être souvent le cas. Donc, ce qui, en termes clairs, signifie que nos régimes différents donc, ont essayé quelque part de créer un modèle à partir donc, des matériaux légués par la colonisation, en faisant quelque part même un peu de bricolage, mais sans pour autant réussir à créer ce que j'appelle l'école sénégalaise. On a une école du Sénégal, et on n'a pas encore une école sénégalaise. Ce que j'entends par école sénégalaise, c'est une école qui a été créée à partir de notre propre histoire, de notre propre trajectoire et de nos valeurs culturelles, religieuses, morales, auxquelles l'essentiel du peuple sénégalais se reconnaît et dans lesquelles on trouverait toutes les franges de la nation sénégalaise. Ça pose problème. Et ça, ce n'est pas de la théorie. J'ai l'habitude de le dire très souvent, sous forme anecdotique. De la CI à la terminale ou même jusqu'au doctorat, on nous enseigne les Montesquieu, on nous enseigne même les Molières et autres, cahiers d'un retour au pays natal. Mais on ne nous enseigne pas Serigne Mbaye Diakhaté, les Wolofal. On ne nous enseigne pas Khalima Diakhaté Kala. Nos guides religieux, les grandes figures. Voilà, d'où l'intérêt des initiatives du cadre unitaire. On parlait tout à l'heure du professeur Mbaye Thiam, qui a été créé par des intellectuels, des religieux sénégalais, pour justement combler ce gap. Donc pour nous résumer, l'éducation nationale au Sénégal, de façon générale, vit une crise dont notre système politique détient une grosse part de responsabilité. Mais il faut aussi dire que ces responsabilités sont largement partagées. Parce qu'au-delà de l'État, il y a aussi celle des parents qui est engagée, celle des religieux aussi, sur lesquels peut-être nous allons revenir tout à l'heure, qui est engagée, mais aussi celle des médias. Parce que là, quand on parle d'éducation au XXIe siècle, la notion d'éducation est beaucoup plus large que l'école seule ou la Dara. Beaucoup de valeurs qui sont actuellement perpétuées et reprises par nos jeunes sont en général proviennent de Facebook, de YouTube ou de WhatsApp. Donc ce qui remet en cause... Ils ne sont pas autant vulgarisés dans les médias, quoi. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, l'enfant il est éduqué par plusieurs types de professeurs. Il est éduqué ou bien instruit à l'école, mais en dehors de l'école, la rue éduque, la famille éduque, mais les médias aussi éduquent. Et en général, les médias qui sont devenus prépondérants, parce que chacun maintenant a son smartphone, 24 heures sur 24. Les réseaux sociaux également. Les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que entamer une réflexion globale sur l'éducation ne peut pas faire l'économie de faire une réflexion sur le jeu des médias et l'impact de ces médias-là chez nos jeunes. Voilà, Abbé, vous avez suivi
Serigne Abdou Aziz Mbacké, on sait que les valeurs qui constituaient les bases éducatives étaient souvent tirées des livres saints, bon, des livres publics, du Coran, etc. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui explique un peu cette absence-là? C'est lié, je crois, à notre histoire. La France, la fille aînée de l'Église, avait-on dit, n'est-ce pas? Mais pendant la Révolution française, la France s'est retournée contre elle-même, a massacré la religion. Et de la Révolution aujourd'hui, l'esprit français est devenu presque athée. La France ne se réclame plus d'une religion quelconque. Et le chantre de la liberté, de la culture à religion. Ça, c'est l'histoire. La laïcité. Ah, c'est le mot est bon. Wow. Laïcité. Mais la laïcité ne doit pas supposer absence de Dieu ou d'adoration. Ce que j'aime actuellement dans ce milieu français, c'est qu'ils acceptent que les gens adorent. Ils acceptent qu'il y a à Paris des mosquées. C'est-à-dire ce qui est bien, vous adorez ça, allez-y. La nation est à nous tous. Vous avez ceci, les chrétiens ont ceci, les hindous ont ceci. J'aime ça dans le monde moderne. Je lis beaucoup Bouddha et Zarathustra, moi en catholique. Parce que ce qu'ils ont enseigné est universel, c'est le bien de tout le monde. Un homme comme Gandhi est un bijou pour tout le monde. Parce que par-delà sa religion, il transpire l'humanité. Avec lui, vous restez dans votre religion, moi dans ma religion. Mais on doit se retrouver quelque part. L'humanité doit nous permettre de nous sentir mourides, tidianes, catholiques, protestants, etc. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. Les 3/4 de nos élèves ici au Sénégal, c'est des musulmans. Je prends Abdelaziz Kébé, le frère de Moustapha Sy. Wow. Il m'amène sa fille à la cathédrale quand j'étais cru à la cathédrale, 179. Alors je dis, il y a Fatwa du Madoua, où faut-tu aller? À Jeanne d'Arc, à Notre-Dame ou à je ne sais pas. Il dit, Mamlavé, à Notre-Dame. Avec son papa. On est allé chez la soeur. Je dis, ma soeur, voici ma fille. Elle a fait là jusqu'au bac. Elle ne jure plus que par nous. C'est comme ça qu'on trouve dans ce pays. La religion ne doit pas nous empêcher d'être une famille. Ce que les gens ont appris, c'est que le premier imam de tout bon village a épousé qui? Ma soeur, Ababakar Ndour. Son papa, Ndour, Ali Ndour, était venu ici à Bargny au temps de 1850. Il prend l'âme, il l'amène à Palmarin, où il n'y avait aucun chrétien ni aucun musulman à l'époque. Et par la suite, son fils cadet, Ababakar, a épousé ma propre sœur. À cause de ceci, mon papa, qui était animiste, s'est fait musulman. Comment voulez-vous que je dise du mal de l'islam? C'est une impossibilité. Intégration. Ma sœur est le pilier de l'islam. Elle est décédée maintenant d'ailleurs. Ababakar, qui a été donc, m'a beaucoup aimé. Et en 1954, il avait appris que je n'avais pas réussi l'entrée en 6e. Il a fait une scène. Il dit, pourquoi tu n'es pas venu? Pour que je prie pour toi. C'est pour vous dire. Or, ceci étant même, si vous allez à Palmarin, en rentrant dans le premier village de mien, vous trouvez une très belle mosquée. C'est Ben Bardial qui a mis 33 millions pour moi. Et quand les gens des entendent dire, on a construit une mosquée, bah oui, parce que nous n'avons plus ce problème. Non. J'ajoute, Demba Seck, Ousmane Seck, son papa et mon cousin Germain, dans la même maison. En 1974-78, je ne sais plus, je suis parti à Palmarin. Je dis, où est Demba? On m'a dit, Demba est en Casamance en train de prendre le Coran. Je dis, c'est pas sérieux. C'est pas là-bas. Je l'ai fait venir à Dakar où j'étais. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Alors, je suis venu ici dans le bateau de l'IOT. J'ai mis Demba dans l'IOT, il est parti au Maroc. Du Maroc, il va en Tunisie. Il a ramassé tous les diplômes. Quand il a fini, il revient. J'étais vicaire général ici à Dakar. Je l'ai mené à Anne-Marie, professeur d'islamologie et
Parce qu'avant, les bases éducatives étaient les mêmes, hein, qu'ils soient tirés des livres islamiques ou catholiques. Oui. Les bases éducatives étaient les mêmes. Le dessein du Créateur en descendant l'homme sur terre, c'était de le doter de savoir. Merci beaucoup. Et la religion est l'encadrement du savoir, c'est la morale du savoir. Ce n'est pas pour rien que les dernières grandes religions révélées l'ont été toutes à travers un livre. Absolument. Les Juifs, ils ont un livre qui s'appelle la Torah. Oui, la Torah. Les chrétiens, un livre qui s'appelle l'Évangile. Et les musulmans, un livre qui s'appelle le Coran. Ce n'est pas gratuit. Dieu ne fait rien de gratuit. Le livre est le symbole du savoir, mais d'un savoir encadré par la croyance en son immanence pour construire le savoir-être. Parce que s'il a donné le livre des Juifs, mais c'était pour annoncer qu'il y aurait des Juifs sur la terre jusqu'à la fin des temps. Le livre des chrétiens, de la même manière. Et donc, l'éducation, éduquer, enseigner, former, instruire, c'est l'une des essences de toute religion. Voilà. J'allais dire parce que maintenant on vit les conséquences de cette crise de l'éducation religieuse. Hein? Il y a cette crise qui impacte négativement sur les enfants. C'est ainsi, on assiste à des phénomènes comme par exemple les fléaux d'assassinats, de meurtres et même de viols. Est-ce qu'on peut corriger ces phénomènes par l'éducation religieuse? C'est sûr que l'éducation est la solution fondamentale, mais évidemment, par rapport aux problèmes que vous indiquez, nous avons besoin d'approches sans doute plus globales, plus diversifiées, puisqu'il y a une approche sécuritaire, puis il y a aussi une approche développementiste qu'il faut aussi promouvoir. Mais je pense que le regret qu'on peut avoir au Sénégal, en dehors de ce que les uns et les autres ont dit, c'est que, en général, nous avons fait le diagnostic en disant que le système éducatif, il a besoin d'être refondé, d'être réajusté pour correspondre justement aux valeurs dont on a parlé ici, islamiques, sénégalaises, et aussi aux valeurs d'entente, de tolérance mutuelle que Abbé vient d'indiquer. Tout ça est contenu dans les propositions qui ont été faites dans les différentes concertations qui ont eu lieu au Sénégal. Et les deux principales conclusions des Assises nationales de l'éducation, c'est développer l'enseignement religieux à l'école et développer et ça a commencé quand même l'enseignement religieux là où la demande est plus forte par rapport à ce type d'enseignement-là. Quand on regarde les 11 décisions qui ont été prises par le président de la République après les assises, cet aspect-là est largement minoré. Et c'est pour ça qu'il est important, quand même, dans un contexte où il y a des grèves d'enseignants, il y a des revendications, que tout le monde ne parle que de ça, qu'on remette le curseur sur les solutions fondamentales qui ont déjà été définies dans la société sénégalaise par un ensemble d'acteurs. Presque tous les acteurs étaient représentés dans ces assises-là. Et donc, il faut passer à l'acte. Pour moi, il est très important que le système éducatif soit refondé sur de nouvelles bases, qu'il connaisse cette décolonisation dont on a parlé tout à l'heure, qu'on réapprenne à s'approprier les enseignements dont on a parlé, de Cheikh Ahmadou Bamba, de El Hadji Malick Sy, de l'université de Pire, de l'université de Koki. Ces enseignements-là sont devenus universels. Et tous les pays du monde aujourd'hui recherchent exactement les mêmes valeurs, les mêmes vertus qui ont fait le cœur ou l'âme de cette société sénégalaise. Donc nous avons intérêt à revenir à cela et à être stratégique et concret. Et justement, le cadre unitaire dont on a parlé tout à l'heure, là où il veut faire la différence, c'est ça. C'est être disons, utile
à l'État et à la société sénégalaise dans la redéfinition des contenus, des curricula, pour remettre justement ces valeurs-là, disons, tout ce qu'il faut pour changer les comportements des Sénégalais, pour qu'on ne connaisse plus ces dérives. Tout le monde dit que c'est des étrangers qui le font. Tout le monde dit que on ne connaissait pas ça dans la société sénégalaise. Moi, je pense que ce ne sont pas des étrangers qui le font. Ce sont des Sénégalais qui le font. Et le paradoxe qu'on connaît d'une société sénégalaise avec des confréries à 95%, avec doté d'un patrimoine très riche, voilà. Avec des gens normalement qui écoutent beaucoup les enseignements islamiques, mais en même temps une société où l'indiscipline, où l'intolérance se développe, où le manque d'hygiène se développe. Tous les mots. Donc tous les mots anti-islamiques se développent. Donc ce paradoxe-là, il faut que nous apprenions à l'adresser. Et effectivement, on ne peut l'adresser que par l'éducation. Puisque c'est la mentalité des enfants et des adolescents qu'il faut transformer pour que notre société se transforme dans une génération. Et moi, j'ai vraiment peur qu'à la suite d'un tel exercice, les assises nationales, qu'on mette en fait tout ça dans un tiroir et qu'on ne mobilise pas les ressources nécessaires à cette transformation. J'avais fait le plaidoyer ici il y a quelques années, juste après que le président de la République ait clôturé les assises. J'avais indiqué que pour moi, il faut qu'on mesure réellement le niveau de mobilisation. Et ça, là aussi, c'est un danger, parce que tout le monde dit qu'on a déjà assez investi dans l'éducation. C'est 40% de notre budget. Mais il faut le dire, si on parle d'émergence, si on se donne des agendas à long terme là-dessus, si le problème de l'éducation n'est pas réglé, on court à l'échec. C'est sûr, puisque c'est l'éducation à l'émergence, c'est l'éducation à la transformation comportementale qui est le cœur de l'émergence. Voilà. Professeur, là je vais interpeller l'archiviste. Est-ce qu'on est assez outillé pour cette refondation dont parle le Dr Chiangui? Mais absolument, puisqu'on a un passé et qu'on connaît le passé. Abbé vient de décliner à travers des exemples précis de son vécu social et familial, mais qui ne sont pas étrangers à notre société. Il en est ainsi de beaucoup d'autres. De beaucoup d'autres. J'ai entendu, rien que ce matin, dans une radio de la place, une présentation de Hyacinthe, Monseigneur Thiandoum, et de sa trajectoire. Mais ça rappelle. Et ça ne gêne personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une histoire qui a fondé une société, quand on a connu une rupture qui a duré 150 ans de système colonial, nous avons raté le départ à l'indépendance en ne s'arrêtant pas pour faire le bilan, à partir duquel on fait le tri, comme on dit dans les archives. On sélectionne pour dire, avant que les Français ne mettent frein à notre élan, qu'est-ce qu'on avait construit comme système d'encadrement, d'éducation, de formation. Quand les Français sont venus, qu'ils nous ont occupés par la force, qu'est-ce qu'ils ont créé à la place? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce qu'on peut maintenant créer comme synthèse pour créer le modèle social? Nous n'avons pas, dans ce pays, et ça je le répète depuis plusieurs années, nous n'avons pas un modèle de système éducatif. Nous avons plusieurs modèles. Plusieurs modèles. Le Dara qui nous intéresse d'aujourd'hui, est-ce qu'il est le Dara des créateurs? Moi, je suis né, je n'ai pas dit j'ai fait, je suis né dans un Dara. J'ai été formaté dans un Dara avant d'aller à l'école française. Les Dara que je vois aujourd'hui autour de moi, je n'y mettrai jamais mon fils. Parce que pour moi, ce n'est pas des Dara. Qu'est-ce que c'est qu'un Dara? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi, alors que jusque dans les années 50, 60, le Serigne Dara se retirait loin dans la brousse
coloniser, en mettant les guillemets, un espace où pour lui permettre de produire ce dont il vit avec ses talibés. Vit sur place avec eux et en leur apprenant à se nourrir, à produire, à s'éduquer et à se formater socialement. Pourquoi aujourd'hui on veut que le Daara soit une construction urbaine qui permet de voir des jeunes vivre dans la rue de 6h du matin à 6h du matin? Est-ce que c'est ça le Daara? Donc il y a là quelque chose. Mais il y a aussi les Daara modernes. Hein? Bon. Oui, mais est-ce que les Daara modernes, je veux dire que je ne crois pas en un système éducatif sénégalais qui crée une école française, parce que pour moi, l'école d'aujourd'hui est encore l'école française. Abdelaziz a parfaitement raison. Ce n'est pas une école sénégalaise, c'est une école française. À côté, il y a le Daara. À côté, il y a le Daara moderne. À côté, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que les produits qui sortiront de ces différents systèmes ne seront pas les mêmes. Or, ils sont obligés de vivre ensemble. Moi, là, et aujourd'hui, on voit... Quel type d'enseignement religieux dans cette refondation dont il parle? D'abord, les États généraux, je termine en une minute. Les États généraux de 1981, comme celles qui ont été créées sous le régime de Macky Sall, mais on dit de manière très claire qu'on ne peut pas extraire l'enseignement religieux de l'école. Comment il faut l'intégrer à l'école? C'est ça la question. Et j'ai la certitude que les Sénégalais ont les forces morales et les forces intellectuelles pour, en s'asseyant autour d'une table, trouver comment on fera que le jeune chrétien apprenne la science, la culture et le savoir et sa religion à l'école, à côté du jeune musulman qui apprend la science, la culture et le savoir et son islam. Mais tant qu'on les séparera, on fait des produits complètement bizarres. Oui, et les religieux, c'est c'est possible. Apparemment, le système. Oui, c'est possible d'avoir tous ces modèles en un seul. Je crois qu'il faut être réaliste. Avec un peu de bon sens. Nous sommes en 2018. Nous ne sommes pas en 1940. Du tout. Donc, ceci étant, nous ne pouvons pas nous isoler, Sénégalais, au petit pays à part. Dans la mondialisation. Voilà. Ce qu'il faut faire, il faut tout faire pour que le jeune musulman ne perde pas sa foi. Et les rudiments nécessaires à la base, en même temps que le moderne. Tout de suite. Si vous voulez le mettre à part, vous serez déclassé, laissez là. Parce que le Nigeria, ils iront plus loin que nous. Donc, oui à ma foi, à la nourriture de ma foi. Mais dans le même temps, je suis un homme de 1900, de 2000, etc. 2018, oui, pas de 1900. Alors, si je vivre comme Serigne Touba, ce n'est pas le même monde. Il faut s'ouvrir. Nous avons ici la machine. On met donc, ce que je souhaite, que mes neveux musulmans connaissent parfaitement l'islam, ils peuvent le faire, et dans le même temps être des gens modernes, prenant l'avion, et non pas l'emploi aller au champ. À Fimla, il n'y a plus l'hiver. Là où on mettait 3 semaines ou un mois, on met 2 heures avec la herse. Nous vivons notre monde moderne, mais on ne perd pas notre âme, la foi. Oui, il faut le faire. Mes neveux, j'en avais envoyé un, avec qui je causais hier. Il a été en Tunisie. Moi qui l'avais envoyé. Parce qu'il était je dis, on n'a pas en Casamance. Maintenant, il a fini d'enseigner à Anne-Marie, professeur d'islamologie et de langue arabe. Il est à la retraite à la maison. C'est comme ça que je veux mes neveux. Nous sommes modernes. Ils vous parlent un excellent arabe, parfaitement le français. Ils connaissent les CRR. Ils ont leur couscous. Ils ont donc, enraciné, quoi, oui. Voilà, c'est un peu pour rebondir sur ce que vient de clarifier avec vraiment un excellent niveau mes amis. Et revenir très rapidement aussi sur les responsabilités dont je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais dit que cette situation-là, elle est le produit de plusieurs actions dont les responsabilités sont partagées. D'un côté, il y a l'État, donc le système politique. D'un autre côté, il y a les acteurs religieux, les éducateurs. Il y a aussi les parents, la société de façon générale, mais il y a aussi les médias. Pour ce qui s'agit du système politique, tout à l'heure,
mon ami Dr Cheikh a parlé d'émergence, ce qui m'amène à rappeler par exemple une formule que j'aime bien. Avant de prétendre à un Sénégal émergent, il faudra bâtir un Sénégalais émergent. Tant que le Sénégalais n'émergera pas de certaines pratiques, d'un certain type de comportement et d'antivaleurs, on ne pourrait pas prétendre à une émergence durable et pérenne. On aura beau construire toutes les autoroutes qu'on voudra, on pourra mettre en place toutes les infrastructures et des niveaux de PIB excellents, mais ce pays n'émergera pas comme cela devrait se faire. D'où l'importance, encore une fois, de l'éducation qui peut permettre à ce Sénégalais-là d'émerger de ces antivaleurs. Parce que j'ai bien aimé la formule de Dr Cheikh pour rappeler qu'en général, le Sénégal, il a le refus de dire l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien, c'est les toubables. Mais non, notre société, il faut le reconnaître, a aussi ses antivaleurs, d'où la nécessité d'une réflexion autocritique sur nos impairs, sur nos insuffisances, mais aussi réaffirmer nos potentiels et nos forces motrices. Et baser notre développement et nos systèmes sur ces forces motrices qui sont réelles. Le modèle de vivre ensemble sénégalais, de coexistence pacifique, les enseignements de nos grandes figures religieuses, que j'appelle les artisans du siècle sénégalais des Lumières, etc. Donc ça, c'est des valeurs sur lesquelles nous devrions bâtir notre système. Mais de quoi on se rend compte? Quand le professeur Mbaye Thiam parle c'est-à-dire c'est comme si nous avions raté le coche avec les indépendances. On n'a pas réussi cette transition-là. Il faudra se souvenir qui étaient ces acteurs, en fait, qui étaient chargés de cette refondation-là. Le fait est qu'en général, nous avons, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de dirigeants politiques qui ont été formés dans le creuset, dans le moule de cette pensée, entre guillemets, humaniste, coloniale, qui ne tire pas sa substance moelle des enseignements même de nos grandes figures. Oui. C'était tiré en fonction de leur réalité. Quoi. Voilà. Donc c'est comme si le colon était parti sans être parti. Il a laissé des leviers très puissants qui étaient chargés de perpétuer son modèle de laïcité à la française. C'est ce modèle qui a échoué, quoi. Absolument. Parce que quand par exemple, jusqu'en 2018, il y a toujours ce que j'appelle les hussards de la République ou même les croisés de la laïcité. C'est-à-dire ce genre de débat, quand on parle d'introduction de l'enseignement religieux, ce qui devrait être une évidence, mais qui est loin d'être une évidence dans les milieux intellectuels sénégalais qui ont été formés dans ce moule-là. Donc, cette émergence-là, cette décolonisation, elle doit d'abord se faire dans les esprits de ceux qui sont censés faire ces recommandations. Et c'est loin d'être le cas. Parce que de quoi on se rend compte? Beaucoup de nos dirigeants tiennent à la sève nourricière de l'ancien maître. Ils ne parviennent pas à couper le cordon ombilical, intellectuel et même spirituel qui le lie à ce cordon ombilical. Ça, c'est un. Pour ce qui est des religieux et des éducateurs, je pense qu'ils ont leur responsabilité. Ces religieux, ces éducateurs ont, de façon vraiment remarquable, contribué à l'éducation de cette nation. Donc, c'est le lieu de leur rendre un hommage sur ce qu'ils ont fait. Mais on se rend compte aussi qu'il y a autant il y a des valeurs positives, mais aussi des antivaleurs ou même des brebis galeuses dans ce milieu-là, qui font que ces acteurs qui étaient censés représenter ces valeurs morales, parce que l'éducation, ce n'est pas seulement le verbe, mais c'est par l'acte et c'est par la stature, l'action. Le comportement. Voilà. Donc, si par exemple, certains de ces acteurs-là, au contraire, prônent des valeurs donc, matérielles, mercantilistes, qui sont aux antipodes des valeurs religieuses et des valeurs qui étaient censées être à la base de l'islam, là, ça pose un problème de modèle chez les jeunes. Et force est de constater qu'il arrive très souvent que dans les médias surtout, qu'on voit des acteurs qui sont loin de représenter ces valeurs, ou même qui disons, corrompent ces valeurs. Je ne donne pas l'exemple. Voilà, parmi ces acteurs-là, on peut parler par exemple de ceux qui utilisent le système des daara pour faire autre chose que des daara. Mais là aussi, il faudra rappeler la responsabilité du système. C'est comme on le dit en Wolof, c'est comme un système Kumba Amday et Kumba Amulday. Les daara dont on parle. Mais je pense, nous par exemple, nous avons une ONG qui travaille avec les daara, qui a fait récemment un recensement des daara de Touba qui sont à 1524 daara, avec presque 127 000 et quelques talibés. Nous sommes actuellement en train de faire la cartographie géolocalisée des daara de Dakar. Nous allons dépenser les 1000. Mais quand on fait cette analyse, enfin ce travail de terrain, on voit l'engagement des Serigne Dara
à vraiment perpétuer ce système avec des efforts, mais sans une aide conséquente des pouvoirs publics. Alors que ces pouvoirs publics-là, donc ces 40% des budgets-là dont on parle, mais les Sérindars n'ont même pas les 5%. Est-ce que cette situation-là est normale dans un pays où la religion... Mais avec le projet d'Ara moderne, il y a des... Bon, je ne voudrais pas trop entrer dans ce projet en perspective. Bon, je termine par les autres Voilà, secteurs. Donc, ça. parmi ces responsabilités, il y a les parents. Parce que le parent, normalement, c'est lui qui doit veiller à la bonne éducation de son enfant avant quiconque. Mais on voit que quand même, il y a une certaine démission des parents due à beaucoup de facteurs qui font qu'actuellement, les parents ils se focalisent sur la subsistance matérielle, la nourriture, mais pas la substance morale. Et enfin, les médias, parce que je pense que, j'insiste sur cet aspect-là, sur l'aspect des médias. Au Sénégal, on voit qu'il y a une forte tendance de beaucoup de médias, ce n'est pas tout le monde, votre émission en a fait partie, alhamdoulilah. Beaucoup de médias qui surfent sur le sensationnel et ce qui fait vendre. Aussi bien dans nos télés, on ne voit pratiquement que de la danse et de la musique ou même des comportements voilà, qui sont avec des films, des séries qui ne reflètent pas nos valeurs, au contraire qui les détruisent. Voilà, donc tout ça pour dire que toutes ces responsabilités devraient être diagnostiquées et analysées pour qu'à chaque niveau, qu'on voit quelle est la meilleure démarche pour sortir de cette situation. Voilà. Il y a aussi, peut-être ça c'est le dernier chapitre, des conséquences de cette crise de l'éducation. Il y a que certains extrémistes religieux qui développent des discours également violents et qui tentent même d'enrôler certains jeunes et les jeunes ne sont pas protégés. Comment peut-on développer par exemple des stratégies qui permettent un peu de protéger ces jeunes-là devant ces discours extrémistes? Un État stratège, dans ce genre de contexte, il devrait lui-même susciter la création de ses propres sites Internet, de ses propres groupes WhatsApp, de ses propres réseaux sociaux, et les emplir d'un discours qui soit une réponse doctrinale, un contenu quoi, là, forte, provenant de notre propre cosmogonie et de nos propres figures religieuses. Un État stratège, c'est ce qu'il ferait. Une société stratège, donc qui regarde ce contexte, qui est plein de menaces, où il y a un jeu d'influence très important des pays, des puissances mondiales, et aussi de petits pays qui mettent beaucoup d'argent. Des groupes organisés. Oui, et qui mettent beaucoup d'argent pour que leurs idées passent, que nous puissions aussi défendre notre modèle à partir justement de cet investissement-là dont je viens de parler. Et justement, ce que le cadre unitaire essaie d'apporter comme contribution pour susciter l'intérêt de l'État là-dessus et l'aider pour protéger les jeunes, c'est cela, c'est habiter les réseaux sociaux, inoculer les enseignements qui peuvent être un contre-discours de cela. Oui, professeur, rapidement. Moi, je pense que ceux des Sénégalais qui prônent la violence aujourd'hui au nom de la religion sont en réalité des Sénégalais en rupture sociale. Ils sont en rupture avec leur propre société. Dans l'histoire de notre pays, en dehors de El Hadj Oumar et de Maba Diakhou, que les historiens campent dans des contextes suffisamment spécifiques pour appeler la prise des armes pour se battre, ceux qui ont fait le plus pour enraciner l'islam n'ont jamais levé un bâton. Serigne Touba a instauré l'islam dans l'une des régions les plus hostiles, les plus inhospitalières du Sénégal. Bawol, le Saloum, Seydi Hadji Malick a rattrapé des gens que le système colonial avait déjà récupérés et en a fait des érudits et des praticiens de premier ordre. Aucun d'eux n'a jamais levé une pierre pour attaquer le système colonial. Donc, il est important aujourd'hui de revenir sur le modèle islamique sénégalais qui est une référence, le modèle religieux sénégalais. Voilà. Le modèle religieux, comment vous trouvez cette proposition? Mais je suis d'accord parce que
si les 2 tiers de nos enfants apprennent la langue arabe qui ont véhiculé. Parce que, entre parenthèses, il ne faut pas rêver 1920, c'est fini. C'est fini ça. 2000, c'est derrière nous. Dans le monde actuel, quand vous avez des professeurs comme Abdelaziz Kébé ou Sandoura Joal, c'est des bijoux. Aucun complexe avec qui que ce soit, ni dans la langue wolof, ni sérère, ni arabe, ni français. Oui, Aziz, dernier mot, on est en français. Voilà. Donc je pense qu'il est important dans ce contexte, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Labbé, d'identifier les principes et les méthodes. Les principes sont immuables, ce sont les racines de l'arbre. Les méthodes, ce sont les branches qu'on peut adapter selon les saisons. Nous avons actuellement besoin de cette approche tajdid, c'est-à-dire rénovation ou yesal, c'est-à-dire ne pas nous ancrer de façon aveugle sur notre passé, mais en tuant les éléments vivants pour avancer. Maintenant, sur la question du terrorisme, j'ai un ami, Bakary Sam, pour ne pas le nommer, qui a l'habitude de dire que, enfin, il l'a tiré de quelque part, que le terrorisme est le fils ou la fille de deux parents, c'est-à-dire l'arrogance des injustes et l'ignorance des victimes. Et ça, je l'ai approfondi avec le concept de terrorisme. Le terrorisme, avec O, est le produit d'un terreau fertile. Moi, j'en ai identifié 3, et je vais terminer par là. Je pense que le terrorisme, c'est souvent la plante qui germe, c'est la plante de la révolte politique sur le terreau des injustices politiques. Il y a certains terrorismes sous couvert de religion, en fait, c'est des terrorismes politiques, pas seulement religieux. Il y a aussi la graine du désespoir sur le terreau des injustices socio-économiques. Beaucoup de jeunes qui sont radicalisés, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre correctement. Et la troisième, je termine par là, c'est la graine des dérives idéologiques sur le terreau de l'ignorance. Et c'est là où l'éducation peut être vraiment fondamentale pour faire avancer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, voilà donc qui met fin à cette première émission de Regard sur la Oumma. Nous avons parlé de la crise de l'éducation religieuse et ses conséquences. Merci à nos différents chercheurs qui ont participé à ce premier débat. Et nous vous remercions, chers téléspectateurs, et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission.